Macron n'a pas dit son dernier mot alors que le président est au plus bas dans les sondages. La perspective des élections européennes ne semble pas l'effrayer. Il mise tout sur la division de ses adversaires. Face à la flambée des prix des carburants, la riposte des automobilistes s'organise. Alors que les appels au blocage se multiplient, le gouvernement tente de désamorcer la polémique. L'ancien président Barack Obama et des personnalités publiques soutenant le Parti démocrate ont reçu des colis suspects aux États-Unis. À 15 jours des élections de mi-mandat, l'épisode pourrait profiter aux opposants au président Donald Trump. Madame, Monsieur, bonsoir. Diviser pour mieux régner. Après un été riche en catastrophes pour l'exécutif, Emmanuel Macron est en campagne pour les élections européennes. Leader de l'eurocratie progressiste, le président français mise tout sur l'éclatement de ses adversaires pour tirer son épingle du jeu. 29% d'opinion favorable. Alors qu'il est au creux de la vague de popularité, Emmanuel Macron compte sur un allié de taille pour arriver tout de même en tête aux européennes, la division de ses adversaires. D'autant que ces derniers ont bien compris qu'il leur fallait transformer ces élections en référendum anti-Macron. En effet, après avoir magistralement enchaîné les bourdes depuis plusieurs mois entre l'affaire Benalla, les sorties désobligeantes à l'égard des Français, ainsi que les hémorragies gouvernementales palliées par un terne remaniement, le président de la République, passé sous la barre des 30% de satisfaction, n'arrive pas à sortir de la spirale infernale. S'il peut s'appuyer sur des juges particulièrement opiniâtres pour attaquer son opposition, tant du côté du Rassemblement national que du côté de la France insoumise, Macron peut aussi placer ses espoirs dans l'éternelle division de ceux qui se proclament patriotes contre un président figure de proue des mondialistes. Une division qu'il tente d'attiser partout en Europe. Emmanuel Macron finira en effet cette semaine en visite en Slovaquie et en République tchèque, deux pays du Visegrad dont le Hongrois Viktor Orban est la figure de proue. Pourtant, du côté de la présidence française, on considère qu'il faut maintenir les liens avec l'Est de l'Europe et Bratislava et Prague demeurent les plus fréquentables de la région. Une image plus lisse encouragée par le récent rapprochement du Premier ministre tchèque Andrej Babiš et des sociaux-démocrates et autres communistes. Mais au-delà de sa volonté de fragmenter l'opposition, au niveau européen, Emmanuel Macron mise également sur la division parmi ses adversaires français et pour l'heure, il peut encore se frotter les mains. En effet, tout indique que l'alliance de l'entre-deux tours de Nicolas Dupont-Aignan avec Marine Le Pen ne se reproduira pas pour le scrutin de mai prochain. En effet, tous deux affichent la volonté de présenter une liste d'ouverture, mais avec une liste propre à chacun, faute d'accord. Du côté des Républicains, il faut avouer qu'Emmanuel Macron n'a pas beaucoup à faire pour exciter les affrontements entre les différentes lignes. Le patron du parti, Laurent Wauquiez, a presque disparu des radars, empêtré entre les factions écartelées du parti. Visiblement incapable de trancher sur une ligne claire, il va sans doute repousser la présentation des listes et surtout de sa tête de liste, mais pourrait à défaut de ménager les clivages perdre tout un pan de ses militants. Jean-Luc Mélenchon, de son côté, avance avec une ligne souverainiste et anti-système tournée vers le social. De temps en temps, quelques volontés de restrictions migratoires sont distillées de ci de là par des lieutenants insoumis destinés à donner des gages à l'électorat ouvrier qui perçoit l'immigration comme une cause du chômage et du dumping social. Deux autres listes pourraient également coexister avec un créneau similaire, celle de François Asselineau et celle de Florian Philippot, misant tous les deux sur la sortie pure et simple de la France de l'Union européenne. Au final, Emmanuel Macron pourrait mener la République en marche vers un score plus qu'honorable face à ses adversaires divisés, une victoire à la Pyrrhus dont il s'est déjà bien accommodé à la présidentielle. La colère monte face à la flambée des prix des carburants. Alors que les tarifs affichés à la pompe ne cessent d'augmenter, le gouvernement tente tant bien que mal de désamorcer la grogne des automobilistes. Thibaut Bastide. Plus 22% pour le gasoil, plus 14% pour le samplon 95. C'est l'amer constat dressé par les automobilistes lorsqu'ils passent à la pompe. En un an, les prix affichés dans les stations essence n'ont cessé de flamber jusqu'à provoquer un véritable ras-le-bol des usagers de la route et des Français en général. Face à la grogne montante, le gouvernement tente tant bien que mal de désamorcer la polémique. Ainsi, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique, Brune Poirson, multiplie les tentatives de parade en avançant les dispositifs d'aide et la prétendue baisse des charges sur le travail. De l'autre côté, le ministre des Transports, Elisabeth Borne, préfère souligner que la hausse des carburants est en grande partie liée à l'évolution des cours mondiaux du pétrole. Même si le prix du baril d'or noir a en effet augmenté de 20 $ en 10 mois, la hausse du prix des carburants s'explique aussi par la taxation qui s'est alourdie, surtout pour le diesel depuis le 1er janvier. 7,6 centimes par litre sur le gasoil et 3,9 centimes pour l'essence.
L'objectif étant de rendre l'essence moins onéreuse que le diesel, jugé plus polluant. À l'heure où l'exécutif est englué depuis plusieurs mois dans une polémique sur le pouvoir d'achat, la ficelle paraît bien trop grosse aux yeux des Français, mais également des élus d'opposition comme Nicolas Dupont-Aignan qui dénonce un véritable racket de l'État. Et quand je vois les prix de l'essence, je suis révolté, en colère, car le gouvernement nous ment. Il fait croire qu'il augmente les taxes pour l'écologie. Mais en vérité, vous savez, il augmente les taxes pour remplir les caisses de l'État. C'est du racket intégral. Ce sont des mesures qui sont prises par des gens qui prennent le vélo ou le métro et qui ne connaissent pas la vie des Français. Ils ne connaissent pas la vie des automobilistes. Ils ne savent pas qu'on est obligé de prendre sa voiture pour aller travailler. Je ne peux pas accepter cela. Alors, il faut savoir que cette décision d'augmentation des taxes, elle va se reproduire tous les 1er janvier. Tous les 1er janvier, le racket va continuer, va augmenter. Voilà pourquoi je vous invite à vous rassembler, à vous mobiliser. On doit faire échec à ce gouvernement. On doit l'obliger à reculer. Il faut soutenir toutes les initiatives, d'où qu'elles viennent. Je pense à 40 millions d'automobilistes qui a eu la bonne idée de demander à tous les automobilistes de renvoyer à l'Elysée, c'est gratuit par la poste, leurs tickets de caisse. Des millions de tickets de caisse doivent arriver à l'Elysée. Je demande aux Français de résister, car si on continue, on n'aura plus de quoi rouler, se déplacer de liberté. Je compte sur vous. Et Nicolas Dupont-Aignan n'est pas le seul à dénoncer la hausse des taxes. En effet, même l'ancien ministre socialiste de l'Environnement, Ségolène Royal, a affirmé que le gouvernement cherchait à justifier un matraquage fiscal par une nouvelle étape de l'écologie punitive. Face à cette situation, plusieurs collectifs ont décidé de passer à l'offensive. Des groupes appellent à un blocage des routes ou à des opérations escargots dans plusieurs villes de France le 17 novembre. Rennes, Bordeaux, Caen ou Paris sont notamment concernés. Et le mécontentement n'est pas près de s'atténuer puisque les augmentations devraient être renforcées en 2019 avec des hausses de 6 centimes pour le diesel et 3 centimes pour l'essence, puis à nouveau jusqu'en 2022. Des élections de mi-mandat sous haute tension aux États-Unis. Alors que la campagne bat son plein, des personnalités démocrates ont reçu des colis suspects. Un épisode qui pourrait profiter aux opposants de Donald Trump. Olivier Frère-Jacques. L'ancien président Barack Obama, l'ex-candidate à la présidence Hillary Clinton, l'acteur Robert De Niro, autant de personnalités démocrates en guerre contre Donald Trump et qui ont reçu des colis suspects contenant des engins semblant être explosifs. L'affaire défraye la chronique outre-Atlantique alors que la campagne des élections de mi-mandat, qui détermineront la capacité de l'actuel président à mener ses politiques, bat son plein. Aux personnalités précédemment citées s'ajoute l'ex-vice-président d'Obama, Joe Biden, l'ancien ministre de la Justice, Eric Holder, ou encore l'ancien directeur de la CIA, John Brennan. À noter que le premier colis était destiné au milliardaire américain d'origine hongroise George Soros, connu pour ses positions progressistes et son activisme dans la déstabilisation médiatique et électorale. En tout, 9 colis ont été envoyés à des personnalités anti-Trump depuis le 22 octobre, tous identiques et contenant un engin possiblement explosif. Un engin explosif qui n'a jamais fonctionné, ce qui ferait plutôt pencher vers l'absence de volonté de blesser ou du caractère très amateur de l'opération. Autre point commun des paquets, tous avaient pour nom d'expéditeur Debbie Wasserman Schultz, ancienne présidente du comité national du Parti démocrate. À ces petits paquets s'ajoute également l'évacuation d'un immeuble pour cause de colis suspects à New York, dans la tour où se trouve le média CNN opposant déclaré à Donald Trump. Faute de représenter une réelle menace, ces envois de colis permettent au camp démocrate de se placer dans une posture de victime, une manière d'accuser Donald Trump, non pas d'être responsable directement, mais d'être à l'origine d'un climat de violence dans le débat. Reste que pour le moment, aucune responsabilité directe n'est établie et tous les scénarios restent possibles, de l'attaque sous faux drapeau pour déstabiliser le parti républicain au groupuscule un peu excité voulant favoriser les tensions dans cette campagne. Quoi qu'il en soit, il paraît peu probable que ces envois de colis aient été incités par des personnalités de premier plan, qu'elles soient démocrates ou républicaines. Le FBI tente en tout cas de mettre cela au clair, notamment en fouillant un centre postal de Floride afin d'essayer d'identifier les expéditeurs. Alors que les démocrates accusent le président américain d'entretenir un climat de tension,
Ce dernier a pour sa part appelé à l'unité face à des menaces de violence politique qui n'ont pas leur place aux États-Unis. En revanche, sur son réseau social préféré, Twitter, il n'a pas hésité à évoquer la responsabilité des médias dont le traitement à son encontre et les fausses informations qu'il véhiculerait entretiendraient un climat de haine. À présent, il faudra voir à qui profite cette polémique, c'est-à-dire comment réagiront les électeurs américains le 6 novembre prochain pour les élections de mi-mandat. Une chose est sûre, cet épisode semble bien illustrer la coupure entre deux Amériques qui paraissent irréconciliables, une séparation également encouragée par le bipartisme. Nouvelle donne pour le Brésil. Dimanche, le plus grand pays d'Amérique du Sud votera pour élire son nouveau président. Le candidat du Parti social-libéral, Jair Bolsonaro, devrait l'emporter haut la main face à Fernando Haddad, le remplaçant de Lula. Le Brésil en passe de faire un tournant à 180 degrés. Après près de 15 ans, aux mains de la gauche, le plus grand pays sud-américain devrait virer de bord. En effet, dimanche, tout porte à croire que c'est Jair Bolsonaro du Parti social-libéral qui va rafler la mise. Les sondages lui accordent pour le moment quelques 57% des voix. Face à lui, Fernando Haddad, qui s'inscrit dans la lignée de l'ancien président du Parti des travailleurs, Lula da Silva, devrait pâtir de l'image laissée par ses prédécesseurs. En effet, si Lula voulait initialement se représenter une nouvelle fois, il en a été empêché par la justice dans la mesure où il avait été condamné pour corruption. Fernando Haddad a donc été désigné candidat uniquement au dernier moment, début septembre, de quoi écourter considérablement sa campagne. Pour autant, il aura pu compter sur un allié de choix avec les médias. En effet, Jair Bolsonaro, dont la sécurité a pris une part importante de son programme, a tout de suite été diabolisé par la caste journalistique, qu'il a rapidement qualifié de populiste, le nouvel adjectif à la mode. Bolsonaro a annoncé vouloir œuvrer contre la corruption dans son pays, mais aussi procéder à un assainissement de l'économie et des finances, le tout en réduisant une part importante des dépenses publiques, des mesures qui inquiètent les plus pauvres en premier lieu. D'ailleurs, même si Bolsonaro semble avoir une partie des médias contre lui, les marchés financiers, eux, lui sont plutôt favorables. La Bovespa, la bourse brésilienne, avait d'ailleurs grimpé lors du premier tour où le candidat avait franchi les 46% de voix. De quoi nuancer donc son aspect anti-système. Et à présent, c'est le moment de l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Le premier secrétaire du Parti socialiste reconnaît l'existence d'une crise identitaire. Lors d'un passage sur France Inter jeudi, Olivier Faure est même allé jusqu'à citer une ancienne électrice socialiste, évoquant le sentiment d'être colonisé dans son propre pays. Une déclaration en rupture avec la communication de la gauche qui préfère habituellement éviter de parler frontalement de ce type de problème. Un peu de répit pour Anne Hidalgo. Alors que le maire de la capitale enchaîne les déconvenus, le tribunal administratif de Paris lui a apporté un brin de réconfort jeudi en validant la fermeture aux voitures des voies sur berge de la rive droite. Cette décision entérine la piétonisation des voies sur berge. Cependant, certains opposants ont d'ores et déjà indiqué qu'ils allaient faire appel. Le dossier est donc loin d'être réglé. Les européennes pour Traoré. Le député La France Insoumise Daniel Obono souhaiterait voir la sœur d'Adama Traoré rejoindre sa liste pour l'échéance de mai prochain. Une idée approuvée par Clémentine Autain et Éric Coquerel. Daniel Obono a expliqué partager les mêmes idées qu'Assa Traoré et vouloir les défendre politiquement. Le parcours du Tour de France 2019 est désormais connu. La grande boucle s'élancera le 6 juillet prochain de la capitale belge Bruxelles. Dès la première semaine, les coureurs devront se frotter au plateau des Belles-Filles en Franche-Comté avant de gagner les Pyrénées puis les Alpes. D'ailleurs, le Tour de France 2019 totalisera 30 cols, un record dans l'histoire de l'épreuve. En revanche, aucune étape ne se déroulera dans l'ouest du pays. L'arrivée aura lieu le 28 juillet et se fera comme traditionnellement sur les Champs-Élysées. Le Titanic va faire son retour un siècle après le naufrage du plus célèbre des paquebots. Sa réplique, baptisée Titanic 2, devrait voir le jour en 2022. Après avoir été suspendu en 2015 à la suite d'un litige financier avec la Chine, le projet d'un montant de 500 millions de dollars a repris lundi. Selon les plans, le Titanic 2 devrait ressembler en tout point à l'original, sauf au niveau de la résistance. Contrairement à son aîné, le Titanic 2 bénéficiera des technologies modernes, d'une coque soudée et de radars de navigation.
capturer les seins comme les Pokémon. C'est bientôt possible. Dans la perspective des Journées mondiales de la jeunesse, la fondation Ramon Pané s'est inspirée de l'application Pokémon Go pour lancer sa propre initiative. Cette version baptisée Follow Jésus-Christ Go proposera aux participants de se promener dans la ville avec leur téléphone portable équipé d'une caméra pour faire apparaître des figures de l'église catholique. Les personnages poseront des questions sur la Bible aux joueurs et en cas de bonne réponse, ils rejoindront l'équipe évangélique de celui-ci. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, nous vous conseillons la lecture du quotidien présent de fin de semaine. À la une, violence à l'école, la fin de l'omerta. Ce soir, retrouvez également immédiat dans ce numéro spécial Michel Geoffroy et Martial Bild qui remplacent Hervé Grandchamp et Jean-Yves Le Gallou l'espace d'une semaine font un point sur le renforcement de la censure en France. Et puis également au programme de cette fin de semaine, Tête à Clash. Franck Tanguy et ses invités débattent de la laïcité à l'école, du nouveau gouvernement, des perquisitions chez Jean-Luc Mélenchon et de la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Fillon a été tué, c'est-à-dire que le choix de l'attaque de Fillon au moment où il a été attaqué, je ne parle pas de sa culpabilité réelle ou non réelle, a été un traitement de faveur, si je puis dire, c'est-à-dire que la justice a tué politiquement Fillon. Dans le cas de Madame Le Pen, le système a décidé que ne lui seraient pas alloués les financements nécessaires. C'est un traitement privilégié, si je puis dire, et je pense que Mélenchon n'a pas été le plus maltraité, d'ailleurs. Il y a eu également des enquêtes sur l'affaire Macron, mais... Et puis samedi, dès midi, retrouvez un nouveau numéro du Samedi Politique. Ce sera avec le président de l'UPR, François Asselineau. On a quelqu'un à la tête de l'Élysée qui prend des décisions qui semblent le contraire de l'intérêt national dans tous les domaines. C'est quand même Macron qui a bradé, quand il n'était pas encore président, vous savez, l'aéroport de Toulouse à des escrocs chinois. Après ça, il a bradé le TGV à l'Allemagne. Maintenant, il soutient quelqu'un qui est anti-française à la francophonie. Lui-même avait d'ailleurs dit récemment, il n'y a pas très longtemps, que la meilleure façon de soutenir la francophonie, c'était de parler en anglais. Enfin, c'est du délire, quoi. Ce monsieur, et je pense qu'il a un problème psychiatrique, Macron. Pierre Moscovici, le monsieur Juncker, là, celui qui est appelé partout le Jean-Claude Drunkard, parce qu'il est sous du matin au soir. On a donc quelques personnes qui appartiennent à la Commission européenne qui décident que le budget présenté par un gouvernement souverain ne va pas, ne leur convient pas. Ça revient très exactement à dire que le vote des Italiens qui a chassé comme un malpropre le gouvernement précédent, qui a voulu dégager la majorité, et voilà, de Matteo Renzi, eh bien, la Commission européenne considère que le vote des Italiens qui est soutenu, le gouvernement actuel est soutenu par plus de 70% de la population italienne, que ce vote est nul et non avenu. Ça s'appelle une dictature. Vous savez, ça va pas durer très longtemps. Dimanche, également au programme, Guillaume de Thieulois qui vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré au premier père du désert. Et puis tout de suite, évidemment, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. J'attendais depuis un an l'occasion de vous parler des ralentisseurs dans les villages, mais je voulais éviter de vous en parler à titre personnel, comme motard. Et pourtant, il n'y a rien de pire que ces monticules de goudron quand vous conduisez d'une main à 30 à l'heure en regardant les panneaux ou votre GPS. Donc j'attendais qu'une affaire ancienne ressurgisse. Nous avons eu l'an passé 2 cas très fâcheux qui arrivent au tribunal pratiquement au même moment. Elles vont mettre aux prises notre maire, qui est un caractériel qui prend souvent des initiatives tout seul, et un motard allemand qui est carrément tombé de sa moto, qui a abîmé sa moto, son genou, le coude de sa copine. Puis il y a une deuxième affaire qui concerne, c'est plus drôle, une Ferrari monégasque qui était trop basse pour l'installation
installation à bande blanche, là, et qui donc a raclé le goudron. Non seulement ça, mais elle s'est posée carrément sur le relief de la route. Le type ne voulait pas la redémarrer. On a fait appel à une dépanneuse, à un élévateur. Ça a été un spectacle. Hein. Alors là, vous allez me dire, mais que vient foutre une Ferrari à Campagnol? Et vous allez essayer de rejeter la faute sur les visiteurs imprévoyants, etc. Mais la route départementale qui passe chez nous mène à une abbaye hyper connue de tous les snobs du sud de la France. Il y a un relais de campagne 4 étoiles, des cours de poterie, des colloques. Donc en passant devant la mairie, le conducteur monégasque s'est planté en toute bonne foi. Il n'était pas sur un chemin de campagne à ornières, rien n'était signalé. Et puis surtout, si quelqu'un d'entre vous était tenté malgré tout de disculper le maire, il faut savoir qu'il a outrepassé ses droits car la quasi-totalité des ralentisseurs en France sont illégaux. Et ça fait 20 ans que les maires, non seulement le savent, mais auraient dû les enlever. Normalement, depuis 1999, il ne devrait plus y en avoir aucun. Il faut savoir que ça coûte très cher à construire, mais aussi à détruire. Et là, non seulement la destruction que le juge va ordonner sans aucun doute va nous coûter, nous la commune, 20 000 €, mais il y aura des dommages que réclament un cabinet allemand et un cabinet monégasque, dont finalement le coût global va incomber à tous les habitants de la commune. On avait déjà eu ce problème à propos des gravillons. Nos équipes de la voirie sont tellement approximatives qu'elles laissent des tonnes de gravillons dans les virages pendant des semaines d'été, sans panneaux évidemment, et qu'un motard suisse est encore en procès contre la commune pour avoir eu un accident grave. Alors au café, il y a eu une prise de bec là récemment entre les habitants au sujet de l'injustice que la puissance publique inflige aux maires de campagne. Bien entendu, on a entendu s'exprimer immédiatement de la jalousie sociale à propos de la Ferrari à 100 plaques et de la moto qui valait dans les 20 ou 30 000. Et le premier thème de la protestation de tous ces gens de la gauche rampante là était que ces gens suçaient le sang du peuple pour s'acheter des véhicules ultra chers. Mais le truc nouveau, c'est qu'on a vu ressortir les réflexes xénophobes qu'ils passaient leur temps à combattre ailleurs comme gens de gauche. C'était pas seulement des nababs profiteurs qui mettaient la commune à genoux en réclamant leurs droits, c'était des étrangers. Gustave a dit, mais vous avez quand même la mémoire courte. En plus, il me semble que le maire a été réélu 3 fois malgré les ralentisseurs. Donc vous êtes tous complices. On vous l'a dit que ça allait mal finir. Mais la question n'a jamais été évoquée en réunion. Et puis surtout, vous l'avez voulu, votre Europe où les cabinets d'avocats de Francfort peuvent ruiner une municipalité française. Tous vos élus, là, sont allés faire leur cirque à Albi et à Toulouse sur le thème, nous, qui sommes profondément européens. L'ouverture des frontières et tout ça, mais ce qu'on voit, c'est que quand un Allemand se pointe avec une grosse voiture, il n'est pas seulement propriétaire de grosses voitures, pour vous, il est allemand. Mais moi, a-t-il conclu, ce qui me frappe, tu vois, c'est surtout que depuis 20 ans, un truc réputé illégal, que tu trouves partout en France, qui a tué du monde, on a les dossiers, ne soit pas enlevé à coups de tractopelle en 24 heures. Comment veux-tu que les gens aient du respect pour le gouvernement si les choses interdites restent en vigueur? C'est valable pour le bizutage, les mariages turcs avec blocage du périph', pour tout ce qui est interdit et qu'on fait quand même. Alors, qu'est-ce que tu préconises? Nous lui avons demandé, évidemment. Et bien, il dit, un truc qui a toujours marché, on ne vous prend pas en traître, hein, à partir de telle date, tous ceux qui ne seront pas en conformité avec la loi seront punis. Tu vas voir que ça va filer doux. Mais je croyais, lui dis-je, que tu étais anarchiste. Il répond, il y a pire que l'absence de règles, c'est qu'il existe une règle et que personne ne la suive. Ben, c'est pas si mal. Ça s'appelle Campagnol TVL et c'est sur YouTube.